dernières années, la gamme de Ford a été remaniée en profondeur et on peut voir que les modèles les plus connus, notamment la Fiesta et la Focus, ont totalement disparu du catalogue, remplacés par des SUV notamment qui composent d'ailleurs la majorité de la gamme à l'heure actuelle. Parmi eux, on pense notamment au Ford Puma, dont la version thermique a été dévoilée pour la toute première fois en 2019. Et 5 ans plus tard, à la fin de l'année 2024, la version électrique a enfin été présentée. Nous sommes aujourd'hui à ses côtés pour la découvrir un petit peu plus en détail évidemment, mais surtout la mettre à l'épreuve sur la route. Il faut savoir que cette nouvelle version, donc 100% électrique, a pour but plus tard de remplacer toutes les versions thermiques du SUV qui existent encore aujourd'hui dans la gamme, et notamment la version GPL qui a quant à elle disparu et qui en fait était une version de transition un petit peu pour accompagner les clients vers l'électrique. C'est donc chose faite et je vous propose maintenant de monter à bord de cette voiture, mais d'abord un petit focus comme d'habitude sur le design extérieur mais également sur l'intérieur. Comme d'habitude, je vous propose un petit focus en premier lieu sur la face avant donc de ce Puma, qui est évidemment reprise de la version de 2019, qui a d'ailleurs été restylée il y a quelques temps déjà. Alors pour commencer, on peut voir évidemment le lien de parenté avec la version thermique, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, et on trouve notamment les gros feux un peu globuleux et placés très haut sur le capot. Alors moi j'adore, vraiment je trouve ça très joli. Après évidemment ça reste subjectif, mais je trouve que ça lui donne vraiment une bouille très sympa qu'on connaît évidemment déjà très bien. Alors on se pose surtout la question, quelles sont les différences entre cette version électrique et la version essence donc que l'on connaît depuis 2019, je le rappelle. Ça se passe notamment ici au niveau de la calandre. Alors on peut voir qu'elle est pleine puisqu'on n'a pas de moteur thermique à refroidir à proprement parler à l'avant, même si on a quand même un bouclier qui est légèrement ouvert puisque un moteur électrique produit quand même un petit peu de chaleur, donc il faut quand même refroidir tout ça. Alors la calandre n'est pas totalement fondue avec le reste de la carrosserie non plus, elle est délimitée un petit peu du reste de la face avant avec ce jonc noir donc qui donne un petit peu de dynamisme aussi à l'ensemble et un petit peu de caractère, même si je trouve que ça reste quand même assez sage, mais on va voir à l'arrière que c'est un petit peu différent parce que là encore il y a quelques éléments qui ont été légèrement changés par rapport à la version thermique. Alors évidemment donc cette calandre pleine elle est aussi faite pour améliorer l'aérodynamisme. Malheureusement pour le moment le constructeur n'a pas communiqué sur le CX, mais on se doute qu'il est largement meilleur que la version thermique qui elle a quant à elle une calandre bien ouverte pour refroidir le petit moteur. De profil, vous l'avez vu, ce Ford Puma Génie comme il s'appelle officiellement, conserve les mêmes dimensions que la version standard. Il faut savoir qu'il mesure 4,21 m de long pour 1,55 m de haut seulement, donc ça reste un tout petit gabarit évidemment, donc qui rivalise notamment avec la Peugeot i2008, mais également le BYD Atto 2 qu'on a essayé précédemment sur la chaîne YouTube. Je voulais vous montrer également quelques petits éléments assez sympas. Alors déjà cette ligne tout en rondeur, moi que j'adore et qu'on retrouve évidemment donc sur la version à essence et qui est bien conservée ici, et ça c'est vraiment chouette. Et je voulais aussi vous parler de la couleur jaune qui est ici, donc qui est une teinte exclusive à ce modèle électrique. Juste un détail ici, donc les poignées ne sont pas intégrées à la carrosserie, elles ne sont pas affleurantes. C'est un choix également esthétique et sûrement aussi pour réaliser des économies pour Ford, de ne pas développer des nouvelles poignées, etc. Mais ça peut nuire évidemment à l'aérodynamisme et comme j'ai dit là encore, le CX n'a pas été confirmé par le constructeur, donc on devrait en savoir plus un petit peu plus tard à ce sujet. La ligne de toit, elle est assez arrondie, mais elle reste quand même relativement haute. On n'est pas sur un SUV coupé réellement et vous verrez que ça profite évidemment à l'habitabilité à l'intérieur. Sur les flancs, alors on n'a pas vraiment de protection carrosserie, pourtant le Ford Puma est vraiment un pur SUV, mais on n'a pas d'arche noire ou d'éléments vraiment en plastique brut. On a simplement ici, à ce niveau-là, ce petit trait noir qui rappelle voilà, qu'on est sur un véhicule à tempérament baroudeur, même si c'est pas vraiment son ambition, ça reste une voiture vraiment urbaine avant tout. On n'a pas d'aspect SUV à outrance. On a une garde au sol qui est identique à la version standard, cependant quand même. Alors les plus observateurs pourront voir ici, au niveau vraiment en dessous de la jupe latérale, un élément noir et en fait c'est tout simplement les batteries et vous verrez également à l'intérieur que ça change légèrement quelques petites choses, mais je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Je voulais également vous parler du becquet de toit. Alors on va revenir dessus un tout petit peu plus tard, mais il faut savoir que ce dernier a été légèrement allongé donc de quelques millimètres pour améliorer l'aérodynamisme et donc réduire la consommation énergétique. Pour finir sur la partie extérieure, un petit mot évidemment sur la face arrière qui est globalement la même que sur la version thermique, à quelques petites différences près. Je vous ai parlé donc de l'aileron qui est légèrement plus grand pour des questions d'aéro mais aussi de design, mais aussi
l'inscription ici Puma, donc en toutes lettres, écrit en blanc contrairement à la version à essence. On retrouve le logo de la marque bien évidemment, ainsi que les feux, là encore assez globuleux, assez ronds, qui donnent une bouille très joviale à la voiture, qui va d'ailleurs très bien donc avec cette teinte jaune dont je vous ai parlé juste avant. On retrouve un bouclier qui est pas trop proéminent là encore, et qui permet de ne pas rendre la voiture caricaturale et pas lui donner un style trop SUV, trop baroudeur, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes. On retrouve quand même ici un jonc noir, alors qui est légèrement traité, c'est pas du plastique brut à 100%, et qui permet d'apporter un positionnement un petit peu haut de gamme à la voiture, qui reste quand même une voiture, attention, très grand public, hein, et d'ailleurs ça se voit, mais c'est des petites touches comme ça qui rendent l'auto assez agréable à regarder, moi je trouve. Le SUV a le droit à des jantes de 19 pouces, et vous pouvez voir que le design était particulièrement travaillé afin d'augmenter l'aérodynamisme et donc là encore de réduire la consommation. Ça se voit notamment au niveau de ces petits inserts juste là en métal qui recouvrent une grande partie de la roue. Je vous retrouve maintenant à bord de ce Ford Puma Jenny. Alors il faut savoir qu'il conserve le même poste de conduite que la version thermique, mais attention, la version restylée. Et l'un des principaux changements, eh bien, c'est toute cette console centrale qu'on retrouve ici au milieu. Alors elle comporte 2 porte-gobelets, également un chargeur à induction et un petit rangement ici sous la coudoir. On peut aussi enlever cet élément. Et celui-ci est quand même assez profond, même si je suis pas sûre qu'on puisse y mettre par exemple une petite bouteille de 50 centilitres. On trouve également un rangement juste ici en dessous où on peut mettre là encore quelques affaires, et surtout on retrouve 2 ports USB, donc un port USB-C et un port USB-A. Je trouve que c'est super pratique parce que parfois on n'a pas forcément le bon câble, donc là on a les deux, c'est super cool. Un point également sur l'infodivertissement, ce qui est quand même très important, sachant qu'il a été un petit peu remanié. Donc là on a le droit au système Sync 4, donc la toute dernière version du système embarqué de Ford, sur un écran tactile de 12,8 pouces, donc repris de la version thermique également. Celui-ci donc a un design plutôt moderne, hein, dans l'ensemble, une bonne réactivité, j'ai pu l'essayer un petit peu avant, même si ça peut encore être perfectible. Au niveau des graphismes, moi j'aime bien, c'est vraiment fidèle à ce que Ford nous propose déjà depuis quelques années, ça a été légèrement modernisé, mais ça ne change pas du tout au tout, et ça c'est très bien. En revanche, je trouve qu'il y a un petit souci d'ergonomie, il faut s'y faire un petit peu parce qu'on ne sait pas toujours où cliquer pour chercher les applications par exemple, surtout qu'on n'a quasiment aucun raccourci physique à l'intérieur de cette voiture. Pour ainsi dire d'ailleurs, on n'en a pas du tout. Tout se passe directement dans l'écran et notamment tout ce qui est relatif à la climatisation. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on a juste en bas de l'écran un accès direct, donc on a toujours accès au réglage de la climatisation et du chauffage. Moi, c'est quelque chose auquel je touche beaucoup, donc je suis très contente de les avoir là. On retrouve également les sièges chauffants et le volant chauffant, donc pareil, en accès direct juste en dessous. Autre information, bien évidemment, donc cet écran est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On peut également brancher le téléphone si on le souhaite, et on a un planificateur d'itinéraire embarqué. Ça c'est également un très bon point qu'on retrouve de plus en plus sur les voitures électriques. Il y a quelques années c'était beaucoup dans les applications, maintenant c'est vraiment intégré dans les voitures, et ça c'est vraiment très pratique quand on fait des longs trajets, puisque si ça reste une voiture citadine ou conçue un petit peu pour l'autoroute, on peut également envisager de faire des longs voyages avec. On verra ça juste un petit peu plus tard quand je vous parlerai de l'autonomie. Un point également sur le combiné d'instrumentation, donc qui affiche une diagonale de 12,8 pouces également, donc qui est quand même assez généreux. On peut modifier l'affichage si on le souhaite, mais celui-ci est globalement assez épuré dans l'ensemble. On a toutes les informations indispensables, mais pas trop non plus. On a l'autonomie restante en pourcentage et en kilomètres, la vitesse, etc., la navigation, la consommation, etc. Enfin vraiment toutes les informations dont on a besoin d'un seul coup d'œil pour sa conduite, donc ça c'est très cool. Le volant est quant à lui, alors il n'a pas forcément un design hyper moderne, et au milieu surtout on retrouve ce plastique grainé qui fait un petit peu cheap, c'est vrai, et qu'on retrouve depuis quelques années déjà chez Ford. Un truc qui est très bien en revanche, c'est les boutons. Les plus geeks pourront trouver que c'est peut-être un petit peu à l'ancienne, un peu vieillot, etc. Parce qu'on a des constructeurs qui proposent des touches à retour haptique, etc., des boutons tactiles. Moi j'adore les vrais boutons comme ça, enfin ça devrait être obligatoire sur les volants en tout cas, parce que ça permet en fait tout simplement quand on conduit de pas appuyer sans le faire exprès, quand on met les mains là par exemple, et parfois sur certaines voitures ça peut ouvrir des menus, des choses dont on n'a pas vraiment envie. Donc là c'est vraiment des vrais boutons, il faut appuyer dessus, donc on risque pas de faire de bêtises. Et aussi, ça c'est très cool, mais là encore j'en reparlerai un petit peu plus tard, on peut désactiver très facilement les aides à la conduite intrusive en appuyant donc sur ces boutons.
Au niveau du démarrage, tout se fait ici, donc sur le petit commodo, juste là, la matineur de Tesla, de Mercedes, etc. Enfin, de plus en plus de constructeurs proposent ce système et moi je trouve ça assez intuitif et presque plus pratique que le sélecteur qu'on trouve généralement au milieu sur la console centrale, comme sur les voitures du groupe Stellantis par exemple. Ici, donc ça se fait vraiment d'un coup de main, donc c'est très très facile. Je trouve que l'ergonomie générale de ce poste de conduite, elle est mi-figue mi-raisin. Je vous l'ai dit, l'écran tactile, c'est largement perfectible. Après, tout ce qui est au niveau du volant, c'est plutôt bien pensé, également derrière c'est bien aussi, mais voilà, moi c'est vraiment l'info de divertissement, je trouve qu'il pêche un petit peu, même si évidemment c'est loin d'être le pire et c'est tout à fait correct, surtout quand il faut garder en tête que quand c'est sa voiture on a vraiment tout en tête, donc c'est beaucoup plus simple. Un petit détail ici, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais au niveau de la planche de bord on retrouve une barre de son fournie par B&O et qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas le son le plus abouti au monde, mais c'est quand même sympa et même visuellement moi je trouve que c'est assez joli dans l'ensemble. Au niveau des finitions, je trouve que ça pourrait être là encore amélioré. Alors ici on a du plastique assez dur qui semble légèrement, alors très très légèrement moussé. Ça fait pas cheap comme certaines voitures où ça l'est encore plus. Là il y a quand même un travail qui a été fait et ici à ce niveau là on a du simili-cuir qui donne un aspect un petit peu plus haut de gamme à la voiture, même si je trouve dans l'ensemble, bon cet intérieur est bien conçu et très fonctionnel dans l'ensemble, mais je trouve que ça manque un petit peu de folie. On l'a vu, l'extérieur est quand même jaune pétant, il a un design vraiment rond, vraiment sympa et vraiment fun, et l'intérieur je trouve qu'il est un petit peu tristounet quand même. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de folie ou d'un petit peu plus d'originalité, surtout que vraiment tout est en noir. Bon, on a quand même des sièges qui sont un petit peu travaillés, on a un joli motif juste ici avec une sellerie bicolore, donc ça ajoute quand même un petit peu d'originalité. Alors il faut savoir qu'ils sont à réglage manuel hein, pour le conducteur comme pour le passager. C'est pas forcément très important, même si c'est un détail moi que j'aime bien, surtout quand on est plusieurs à utiliser la voiture, c'est quand même pratique de pouvoir régler facilement et surtout de pouvoir enregistrer la position. Bon là c'est pas du tout le cas, c'est pas dramatique voilà, mais c'est un détail à noter quand même. Autre point en revanche que j'aime bien, c'est ce toit ouvrant, alors qui est pas panoramique à 100% parce qu'on a quand même une délimitation au milieu mais qui se prolonge quand même jusqu'à l'arrière et qui permet d'apporter un petit peu de lumière quand même dans ce poste de conduite et surtout c'est quand même très bien pour les passagers à l'arrière qui là encore ont un petit peu de lumière, surtout que la ceinture de caisse on va le voir est quand même assez haute, donc les surfaces vitrées sont assez réduites dans l'ensemble, donc c'est pas forcément très lumineux. En tout cas moi cet intérieur je le trouve correct, sans fioritures, fonctionnel etc. Il y a quelques points qui pêchent quand même mais dans l'ensemble c'est assez satisfaisant et je voulais vous montrer également la boîte à gants qui est assez grande dans l'ensemble, on peut mettre tout ce qu'on veut, des affaires etc. Sans aucun souci. C'est vraiment une voiture qui a été pensée pour être pratique, pour être utilisée au quotidien, un petit peu vraiment pour tout le monde et pour tous les types d'usages. Donc on a des rangements un petit peu partout, ça c'est très bien fait. Les bacs de portière ils sont pas immenses, et ça c'est vraiment un défaut moi, que je reproche sur toutes les voitures aujourd'hui, c'est que les bacs sont trop petits. Alors là ça reste correct, mais je trouve que c'est pas encore suffisant sur des longs trajets quand on veut mettre une bouteille d'eau etc. Et ben ça peut être un petit peu compliqué. Mais dans l'ensemble, il y a des choses qui vont pas dans ce poste de conduite, mais je trouve que c'est quand même largement correct et c'est tout à fait adapté pour tous les gens. Et il y a un autre élément que je voulais vous montrer, c'est le coffre. Alors celui-ci affiche un volume de 523 litres, ce qui est tout simplement le meilleur de sa catégorie. Et surtout, il y a une petite surprise à l'intérieur. Venez voir ça de plus près. Il s'agit en fait d'une gigabox de 145 litres, donc qui est située sous le plancher et qui a été légèrement agrandie par rapport à la mégabox de la version thermique, tout simplement parce que quand il n'y a pas d'échappement, et ben on peut mettre un petit peu plus de place pour les rangements. Alors il faut savoir, comme vous pouvez le voir, que celle-ci est recouverte de plastique, donc on peut la nettoyer, mettre de l'eau, etc. Et surtout, on a juste là une trappe au fond qui permet tout simplement de l'ouvrir pour évacuer l'eau. Par exemple, on peut mettre un animal ou même des plantes sans aucun problème. Et donc vous pouvez voir que le coffre est quand même très généreux, surtout que la banquette se rabat ici en deux parties, ce qui permet de loger encore plus d'affaires si vous en avez besoin. À l'avant bien évidemment on n'a pas de moteur, en revanche Ford a installé un petit frunk de 43 litres. On peut mettre, comme vous voyez, le câble de recharge, mais il y a également un bac juste là où on peut mettre quelques affaires supplémentaires. Je vous l'ai dit, le Ford Puma GNI reste quand même une voiture citadine avant tout, avec un petit gabarit. Et ça se confirme ici à l'intérieur. Alors l'empattement est annoncé à 2,59 m et on peut voir que ça reste quand même assez petit dans l'ensemble. Comme d'habitude, j'ai réglé le siège ici pour moi, pour ma conduite. Alors moi je mesure à peu près 1,60 m.
Et vous pouvez voir que dans l'ensemble, alors moi je suis pas forcément à l'étroit parce que je suis pas très grande, mais les plus grands gabarits, surtout si quelqu'un de plus grand est installé devant, il risque quand même d'être un petit peu à l'étroit. Au niveau de la garde au toit, c'est quand même relativement correct, même si là encore il faudra pas faire 1m90, sinon les longs voyages risquent d'être un peu compliqués. En revanche, il y a quand même plein de points qui sont très bien dans cette voiture, à commencer ici par les 2 ports USB-A ainsi qu'un chargeur allume-cigare qu'on retrouve juste là au niveau de la console centrale. En revanche, pas moyen de choisir la climatisation, de la température, etc. On n'a pas non plus de bus d'aération à cet endroit-là. Ça reste une voiture très grand public et relativement abordable quand même, donc il y a forcément des détails sur lesquels Ford a fait l'impasse. La place du milieu, elle reste quand même assez praticable, parce qu'on sait que c'est généralement une punition de se mettre là. On a un tout petit tunnel de transmission, mais alors vraiment de rien du tout. On n'a pas ici de porte-gobelet, contrairement à certains constructeurs, là encore sûrement pour des questions d'économie, et de toute façon c'est pas forcément utile dans une voiture de ce gabarit. Un point, comme je vous l'ai dit, qui me plaît beaucoup, c'est le toit. On peut ouvrir ou fermer vraiment le rideau comme on le souhaite, si on veut faire la sieste ou au contraire profiter de la lumière. Les bacs de portière, ils sont là encore tout petits, mais ça c'est une bonne chose. Ils sont quand même conçus pour mettre une petite bouteille d'eau, donc là encore très bien pour aller loin ou même pour les petits trajets du quotidien. Ça c'est un détail qui est important de le noter parce que je trouve que c'est beaucoup trop rare. Un détail aussi dont je voulais vous parler, alors ça se voit pas forcément au premier abord, mais il faut savoir qu'en fait donc les batteries sont installées vraiment sous le plancher de la voiture, ce qui fait que ce dernier est rehaussé de 3 cm environ. Alors ça sera pas gênant si on n'est pas un grand gabarit, en revanche si on a des grandes jambes, on va avoir tendance un petit peu à être vraiment serré avec les jambes un petit peu trop haut. C'est pas non plus dramatique, hein. 3 cm c'est pas énorme, mais ça peut quand même faire la différence si vous êtes grand. Donc vraiment les places arrière, elles seront réservées soit aux petits gabarits, soit vraiment pour des petits trajets, parce que sinon ça peut vraiment devenir compliqué. On retrouve également des petites pochettes derrière chaque siège, donc pour mettre quelques affaires. En fait, pour résumer, cette voiture, donc comme je vous l'ai dit juste avant, elle est bien pensée, elle est fonctionnelle, il y a pas vraiment d'originalité, mais en fait c'est pas forcément quelque chose de très grave puisqu'on retrouve vraiment tout ce dont on en a besoin. Certains constructeurs parfois vont un petit peu loin, proposent plein de gadgets, etc., mais on oublie le côté vraiment fonctionnel et on oublie que c'est une voiture qu'on doit utiliser au quotidien et parfois il manque certains éléments pratiques. Or là c'est pas du tout le cas, on a vraiment tout ce qu'il faut, on n'a pas de fioritures, mais en fait est-ce que c'est vraiment très grave? Nous voici maintenant partis au volant du Ford Puma Genie, donc 100% électrique, je le rappelle. Alors il faut savoir qu'il y a une seule version dans la gamme. Alors il y a 2 finitions, mais il y a une seule motorisation, donc ça permet de se retrouver beaucoup plus facilement. Donc le SUV est seulement disponible avec un moteur de 168 chevaux. C'est quand même largement suffisant pour un usage de tous les jours, et vous allez le voir durant notre essai, ça va se confirmer, pour un couple de 290 Nm. Alors vous l'avez vu, c'est pas du tout un véhicule sportif, hein, au vu de la fiche technique. On a un 0 à 100 qui est réalisé en 8 secondes environ pour une vitesse maximale limitée à 160 km/h. Donc ça reste une voiture vraiment aux ambitions très polyvalentes. C'est pas du tout une auto dynamique. Alors est-ce que Ford va nous sortir un jour une version ST 100% électrique, puisqu'on rappelle qu'on a déjà la version ST en thermique qui est d'ailleurs très convaincante. Je l'avais essayé il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé. Alors il n'est pas exclu qu'une version un peu plus dynamique soit au programme. Pour l'instant le constructeur nous a rien dit, donc on n'en sait pas plus, mais ça pourrait être quelque chose de très intéressant, surtout que le comportement de cette voiture ici, donc en version tout à fait standard, est quand même déjà très appréciable. Et pour moi en fait il en ressort que avec la Peugeot i2008, c'est l'un des SUV électriques généralistes les plus dynamiques du marché, je trouve. Alors il y a quelques éléments qui restent encore perfectibles, mais dans l'ensemble il a un comportement qui est quand même très sain. Alors on le rappelle, il repose sur la base technique de la Ford Fiesta. C'est pas du tout une base qui a été développée pour une motorisation 100% électrique, puisqu'en fait c'est la même, donc qui est partagée avec la citadine, mais également avec la version essence, donc du Puma. Et pourtant il se débrouille quand même très bien. Souvent les voitures qui sont pas développées sur une base dédiée à l'électrique, il y a quelques petits points qui peuvent pêcher. Là bon, c'est pas forcément le cas. Et surtout la Fiesta, si vous l'avez déjà essayé, vous savez qu'elle a un caractère pareil assez dynamique, avec des suspensions par exemple relativement fermes. Là c'est le cas aussi sur cette voiture. Là on est sur une route qui est un petit peu cabossée, donc on sent que c'est assez ferme, mais toutefois c'est pas inconfortable non plus, hein, loin de là. On a pas mal au dos, etc. Même si, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous cherchez vraiment une voiture très confortable, il faudra
faudra peut-être plutôt se tourner vers une Citroën C3 ou Citroën C3 Aircross, qui est d'ailleurs le concurrent de Sport Puma électrique et qui offre un petit peu plus de confort avec des suspensions beaucoup plus souples, mais des sièges également plus rembourrés. Mais là aujourd'hui, c'est ce Puma qui est à l'honneur, donc on va se concentrer là-dessus. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment sa grande polyvalence. Donc on a un comportement qui est pas sportif, mais quand même assez rigoureux dans l'ensemble. Alors on a plusieurs modes de conduite, dont un mode sport, donc qui change pas radicalement les choses non plus, mais qui apporte un petit peu plus de dynamisme et surtout qui rend l'accélération un petit peu plus franche, avec une meilleure réponse de l'accélérateur. On a un mode éco également. Moi je l'utilise pas généralement. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo sur la Toyota Experience où je vous explique un petit peu les raisons de ce choix. Moi le mode que j'utilise le plus en fait c'est le mode normal, tout simplement, qui offre je trouve un bon compromis entre économie d'énergie et dynamisme, avec quand même on a toute la puissance qui est délivrée. Et je vous rappelle d'ailleurs que comme on est sur une voiture électrique, tout le couple arrive instantanément. Dès qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, la voiture elle part direct, et ça ça permet quand même d'offrir une bonne réactivité, et ça peut par exemple fortement nous aider quand on a un dépassement un petit peu rapide à faire ou quand on doit déboîter par exemple sur l'autoroute, ce qui arrive quand même assez régulièrement dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une voiture, moi je trouve, qui se débrouille très très bien partout. Je l'ai essayé en ville un petit peu avant, là on est sur ma route un petit peu d'essai habituel à la campagne. En ville, on a un diamètre de braquage qui est plutôt bon dans l'ensemble, on a une voiture qui se conduit très facilement. Moi il y a juste un petit détail que j'ai noté quand même pendant ma première prise en main, c'est au niveau du freinage. C'est un gros défaut moi je trouve sur cette voiture, et qu'on retrouve sur d'autres modèles électriques notamment, où en fait on a un petit peu du mal à le doser. Et en fait l'explication est très simple, c'est parce qu'en fait quand on freine, il y a la première partie du freinage qui est en fait le freinage régénératif, où ça se fait de manière électronique en quelque sorte, puis ensuite on a vraiment le freinage physique qui prend le relais. Et là je trouve que en fait le lien entre les deux est pas forcément très optimal. Et en fait au début on va appuyer sur la pédale de frein et il va pas se passer grand chose, il va falloir appuyer un petit peu plus fort, mais dès qu'on appuie fort ça freine vraiment très sec. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, et notamment lors des manœuvres de stationnement où il faut faire très attention et toujours garder le pied bien sur la pédale. Ça peut sembler évident, mais c'est quand même important de le rappeler, surtout avec cette voiture. Et on note aussi que l'accélération, même quand on veut accélérer très légèrement, la voiture a tendance à partir un petit peu d'un coup, et ça peut être assez déroutant, pareil quand on a besoin de faire des manœuvres un petit peu de précision, où on n'a pas trop le droit à l'erreur si on a des voitures garées devant et derrière. Mais sinon le freinage, quand on conduit là sur la route et qu'on doit s'arrêter un petit peu précipitamment, il est plutôt convaincant quand même, la voiture freine très bien, et c'est un très bon point puisqu'elle pèse quand même 1,5 tonne. Et là je vais aller sur une route un peu plus sinueuse. On va passer en mode sport, alors ça se fait avec un petit bouton juste là, et là on sent tout de suite dès qu'on appuie, bon ça se voit pas à l'image mais on le sent en conduisant, que la voiture est plus réactive et on sent qu'elle demande un petit peu à partir. On va tester un petit peu le comportement, alors évidemment en roulant dans les limites de la réglementation, pas d'excès de vitesse, mais ça se comporte plutôt bien dans l'ensemble. Alors on est très loin d'une Hyundai Ioniq 5N que j'avais aussi essayé sur ma chaîne, c'est un comportement qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus sage aussi, mais on a un travail qui est quand même assez impressionnant, moi je trouve, sur les suspensions, où vraiment la voiture elle se comporte de manière très saine. On a quand même une prise de roulis qui reste présente, ça reste un SUV, elle a une garde au sol quand même assez élevée, il faut le rappeler, mais il y a des constructeurs qui font vraiment beaucoup moins bien, donc c'est quand même très bon, même si je vous le rappelle, c'est pas une auto qui a vocation à être conduite de manière réellement sportive, je vous le rappelle. On va repasser maintenant en mode normal, parce que là on va aller en ville, là on va passer sur un ralentisseur. Et ça passe très bien même, la voiture se coupe pas. On a quand même des suspensions qui sont légèrement fermes, surtout au niveau de la descente, donc il faudra être vigilant quand même sur ce point, mais dans l'ensemble c'est quand même convaincant. Donc c'est une auto que je trouve qui offre vraiment un large spectre d'utilisation, qui est à la fois dynamique et qui peut être même un petit peu amusante, mais qui est également confortable. En fait elle n'est pas
hyper sportive, elle n'est pas hyper confortable, mais c'est un bon compromis je trouve entre les deux. Donc ça c'est vraiment très très bien et ça prouve que c'est une auto vraiment polyvalente. On peut, je vous l'ai dit, transporter des enfants à l'arrière, même si les plus grands gabarits pourront être à l'étroit, mais en tout cas c'est possible. On a un très grand coffre également et on a des bonnes prestations routières dans l'ensemble. La direction, je trouve qu'elle est bien calibrée, elle est informative également, elle est juste comme il faut, elle n'est pas trop ferme non plus, mais c'est pas du chewing-gum, mais ça n'empêche pas que la voiture reste quand même très maniable et très agréable en ville et pour se stationner, donc on l'a dit, surtout qu'elle est équipée donc d'une caméra de recul mais également de la vision à 360 degrés et ça c'est très utile parce qu'on sait pas toujours où on met les roues, même si je vous l'ai dit, la direction est quand même assez informative, mais on a quand même un capot qui est assez long et c'est pas forcément évident, surtout que je trouve que la visibilité dans les rétroviseurs est pas forcément optimale. Donc cette caméra à 360 elle est vraiment pas de trop. Je voulais également parler d'un point, c'est l'insonorisation, ce qui peut ne pas être forcément très important si on roule uniquement en ville et encore avec les bruits environnants, c'est quand même bien d'être vraiment dans sa bulle, surtout quand on choisit une voiture électrique pour le silence et le confort. Mais c'est surtout sur les voies plus rapides où ça va vraiment être important et peut-être vous faire changer d'avis en bien ou en mal. Et en fait, je trouve que l'insonorisation, malheureusement, elle est assez moyenne. Et ça sera surtout visible, évidemment, plus on va accélérer. Et donc, si vous avez prévu de faire des longs trajets avec cette voiture, c'est un point quand même sur lequel il faudra se montrer assez vigilant. Toujours sur le côté un peu dynamique, en fait, c'est pas un hasard. C'est tout simplement que les suspensions étaient légèrement raffermies sur cette version électrique par rapport au modèle thermique, en fait, ce qui permet de compenser le poids en hausse, même si on le rappelle, donc les batteries sont installées sous le plancher et en fait naturellement ça abaisse le centre de gravité, ce qui explique aussi pourquoi la prise de roulis elle reste maîtrisée et que la tenue de route est globalement assez bonne. Là, je viens de passer sur des ralentisseurs et globalement, ça s'est quand même assez bien passé. On n'est pas secoué dans tous les sens non plus. On a vraiment un bon amortissement, moi je trouve, dans l'ensemble et ça, c'est très très bien. On n'a pas de suspension adaptative, c'est vraiment un amortissement passif, mais on n'a pas besoin de plus. Ça reste un SUV urbain, donc pas besoin d'aller trop loin dans la fantaisie non plus et dans les équipements qui auraient fait augmenter le prix du véhicule. Là, vraiment, l'idée de Ford, c'est de proposer une voiture quand même qui reste relativement abordable, même si vous allez voir le prix à la fin de l'essai. C'est pas forcément donné non plus, mais ça reste dans la moyenne par rapport à certains de ses concurrents. Donc pour le marché globalement, ça reste abordable par rapport à d'autres modèles beaucoup plus chers. Un point évidemment donc sur la batterie qui est quand même un élément capital sur ce Ford Puma électrique. On a ici donc une batterie NMC, donc nickel manganèse cobalt, d'une capacité de 43 kWh et l'autonomie est quant à elle annoncée à 376 km selon le cycle WLTP, évidemment en utilisation mixte, c'est-à-dire qui mêle à la fois l'autoroute, des trajets un petit peu comme on fait aujourd'hui sur des routes de campagne, mais aussi en ville. Donc c'est évidemment une moyenne, une homologation. Il faudra bien évidemment prendre en compte le style de conduite, le type de trajet, etc. qu'on effectue pour vraiment avoir une autonomie plus réaliste. Donc ça dépendra vraiment de votre usage à vous. En tout cas, ça reste quand même une autonomie qui est tout à fait correcte et là encore dans la moyenne du segment. On est à peu près pareil sur la Renault 4 qui fait, je crois, quand même un petit peu mieux. Si mes souvenirs sont bons, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais elle fait un poil mieux. Mais ça reste quand même très très correct. Alors un petit point sur donc la technologie NMC, c'est un choix que le constructeur a fait. Il faut savoir qu'il y a actuellement deux types de batteries les plus répandues sur les voitures électriques, donc NMC et LFP, lithium fer phosphate, qui est une technologie qui coûte beaucoup moins cher que le NMC. Et on aurait pu penser que Ford aurait fait le choix d'ailleurs de celle-ci pour encore abaisser le prix de la voiture. Mais si le constructeur a choisi le NMC, c'est surtout parce que cette technologie en fait elle offre une plus grande densité énergétique. Concrètement, pour faire très simple, en fait pour une même capacité, elle peut stocker plus d'énergie qu'une batterie LFP. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut rouler plus loin sans forcément avoir une grosse batterie. Et c'est vraiment ce que le constructeur voulait. Il voulait une voiture qui était légère en ayant une batterie plus petite, ce qui permet du coup de réduire quand même le poids, mais également la consommation, qui reste d'ailleurs très très basse. Je suis autour des 13 kWh au 100 km sans forcément faire d'éco-conduite, etc. Et sans avoir mis surtout la régénération au freinage. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs modes qui sont proposés. On a directement sur le
le commodo, donc pour démarrer, un bouton L qui permet d'améliorer la régénération au freinage. Là, je ne l'ai pas activé, donc là la voiture elle est vraiment en roue libre quand je relâche l'accélérateur. En revanche, quand on met la régénération au freinage, dès qu'on relâche, la voiture ralentit d'elle-même et en fait ça alimente un petit peu la batterie. On a aussi un mode One Pedal, donc qui s'active directement en appuyant sur ce bouton. Il faut aller fouiner un tout petit peu dans l'écran, mais l'accès se fait quand même assez rapidement. Et là, ça permet vraiment d'avoir une régénération maximale et en fait tout simplement de permettre à la voiture de s'arrêter vraiment quand on relâche la pédale d'accélérateur. Ça se fait évidemment de manière douce, mais ça peut être très utile par exemple dans les embouteillages. Donc ça c'est aussi un point très bien parce que tous les constructeurs ne proposent pas ce type de fonctionnalité. Ce qui est dommage en revanche, c'est que moi j'aurais préféré qu'on ait des palettes, par exemple comme sur la Kia EV3 qu'on a essayé récemment également. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et ça permet vraiment de moduler la régénération presque à la seconde près, selon ce qu'on veut vraiment, selon les conditions routières, etc. C'est un peu dommage, ça perd un petit peu en ergonomie malheureusement. Après c'est un choix de la part du constructeur aussi, mais c'est vrai que moi c'est un système que j'aime bien en général. Un petit point également sur la recharge. Alors qui dit petite batterie dit forcément qu'elle est rapide à remplir. Du coup il faut compter seulement 23 minutes pour passer de 10 à 80% à une puissance de 100 kW. C'est pas énorme, mais du coup c'est largement suffisant quand même et ça permet de pas attendre 3 heures à la borne de recharge. Elle est compatible également donc avec la charge rapide, mais également avec la charge en courant alternatif, mais aussi vous pouvez la brancher évidemment à la maison. Ce qui est dommage en revanche, c'est que le SUV n'a pas du tout le droit à une pompe à chaleur, ce qui peut être compréhensible puisqu'en fait il faut savoir que cet élément permet en fait de réduire la consommation, notamment quand il fait froid ou quand il fait chaud, en fait, avec la clim et le chauffage, mais des études ont prouvé que c'est beaucoup plus utile sur des longs trajets plutôt que sur des petits, par exemple en ville quand on prend la voiture juste pour aller au travail, c'est pas suffisant. Du coup Ford a fait le choix de ne pas proposer cette technologie puisque de toute façon c'est pas une voiture qui est vraiment conçue pour faire des longs trajets, donc pour aller très loin et surtout pour rouler très longtemps. C'est un parti pris, c'est dommage quand même parce qu'il y a des clients qui aimeraient peut-être profiter de cet élément et notamment des clients qui habitent dans des régions montagneuses et froides et qui pourraient être amenés à rouler beaucoup. Ça aurait pu peut-être être utile de le proposer en option. Je voulais aussi vous parler des aides à la conduite. Alors pour rappel, l'Union européenne a imposé la norme JSR2 qui impose en fait à toutes les voitures neuves d'avoir un panel d'aide à la conduite pour éviter en fait les accidents tout simplement. Parmi elles, on a l'aide au maintien dans la voie, mais également un bip qui permet en fait de nous prévenir quand on dépasse la limitation. Je peux vous dire que c'est vraiment très agaçant et vous en avez peut-être déjà fait l'expérience si vous roulez en voiture récente. Heureusement, Ford a pensé à tout et en fait il suffit juste d'appuyer sur le volant, sur 2 raccourcis, très facilement pour désactiver ces aides qui sont pour mémoire obligatoires. Et il faut aussi savoir que dès qu'on éteint la voiture, elles se remettent automatiquement. Ça, Ford n'y peut absolument rien, c'est vraiment l'Union européenne qui impose ça, mais au moins le constructeur a pensé à tout et permet de les désactiver vraiment du bout du doigt. Et ça, j'aime beaucoup les constructeurs qui le font. Et c'est le cas aujourd'hui de la plupart. Là, si je prends mes derniers essais, on pense à Kia, on pense à Hyundai, on pense également à Renault, parce que je rappelle que j'ai fait une petite erreur dans mon essai de la Renault 4 où je me plaignais que les aides étaient difficiles à couper et certains abonnés m'ont fait la remarque. Effectivement, Renault a installé un système qui permet justement de les désactiver très facilement, donc mea culpa, voilà, je tiens à corriger cette erreur. Mais revenons donc à ce Puma électrique. Globalement, moi j'en suis très contente. Je trouve que c'est une auto qui a beaucoup de qualité, même si, je vous l'ai dit, il y a certains éléments qui pêchent un petit peu, notamment tout ce qui touche à l'ergonomie en général, qui est un peu décevante, sans être forcément dramatique, hein, rassurez-vous. On a quand même plein de bonnes choses. C'est une voiture qui est très polyvalente, qui est bien pensée dans l'ensemble, qui est maligne, qui se faufile partout, parce qu'elle a quand même un petit gabarit. Et c'est vraiment une auto qui est à la fois dynamique et confortable. C'est vraiment concentré de plein de bonnes choses. Et on sent vraiment que Ford a vraiment pensé à tout pour faciliter la vie des usagers et des clients et sans vraiment faire de fioritures, sans vraiment aller dans les gadgets, proposer des choses un petit peu qui font rêver quand on les voit la première fois et puis en fait on se rend compte qu'à l'usage on n'en a pas du tout besoin. Là ça va vraiment à l'essentiel et moi ce genre de voiture je trouve ça super cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le constructeur propose donc cette version électrique qui est quasiment identique à la version thermique, ce qui permet de ne pas avoir
à peut-être se sacrifier. Par exemple, certains constructeurs, on le sait, proposent des gammes 100% électriques. Donc si on aime le design d'un modèle mais qu'on voudrait en électrique, et ben, il faut passer sur une autre gamme avec un style totalement différent, etc. Là, en fait, on peut vraiment se permettre de choisir et se dire, est-ce que je veux un moteur thermique ou électrique? Dans tous les cas, on aura le même design, on aura les mêmes éléments aussi à l'intérieur et le même agencement et aussi les mêmes options, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien et je trouve que Ford a vraiment réussi son coup à ce niveau-là. Donc globalement, c'est une voiture, moi, que je trouve assez convaincante, même si, voilà, il y a quelques petits points, comme je l'ai dit, qui pourraient être légèrement améliorés. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Alors, il faut savoir que le nouveau Ford Puma électrique est d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 33 490 €. Et bonne nouvelle, il est également éligible au bonus écologique qui est pour rappel de 4 200 € maximum. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner si cet essai vous a plu. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir les autres vidéos de la chaîne.